Donc nous allons parler de la campagne de 1940 à travers l'action entreprise par le colonel et général de Gaulle, à travers notamment la 4e division cuirassée qu'il a commandée durant cette période. C'est un personnage qui est déjà connu dans les cercles militaires dès les années 20 et 30 par son point de vue iconoclaste qui tranche avec l'opinion défensive qui est celle du haut commandement français de l'époque, puisqu'il prône dans plusieurs de ses ouvrages l'utilisation des divisions cuirassées, estimant que c'est la seule méthode de pouvoir contrer un adversaire sur le terrain militaire, que l'action purement défensive sur un terrain qui serait facilement contourné par une division motorisée ou mécanisée. Donc le colonel de Gaulle va commander la 4e division blindée dès le mois de mai 1940. Il va s'illustrer à différents niveaux. Il convient de voir que l'approche historique que l'on a sur cette période est soit portée sur un dénigrement systématique de son action, si on est généralement avec un regard biaisé qui est celle du maréchalisme ou du pétainisme, où on veut régler des comptes avec l'action entreprise par le général de Gaulle. On le voit à travers un corps aujourd'hui, à travers certains articles publiés dans la presse récemment, ou également certains auteurs ouvertement collaborationnistes, et également, ou alors à l'opposé, une apologie totalement béate de son action qui a été montée en épingle et ne voyant que les aspects positifs de son action durant cette période, en gommant bien sûr les autres faits militaires venant d'autres chefs militaires. Donc il s'agit d'éviter ces écueils et également le fait d'avoir un regard panoramique sur la question à travers justement l'étude des archives françaises, militaires françaises, mais également allemandes. Et on remarque souvent que ceux qui attaquent de Gaulle sur son action en mai-juin 40 n'ont absolument pas consulté les archives allemandes, puisque les archives allemandes vont plutôt, je dirais, dans une approche plutôt favorable de ce qui a été mené par le général de Gaulle au sein de sa 4e division cuirassée, puisqu'ils estiment même que ça a mis en sérieux danger l'offensive allemande à l'ouest. Bien entendu, les auteurs maréchalistes et pétainistes gomment bien sûr cet aspect-là et ont une vision purement réductrice et réductionniste en essayant de tourner en dérision l'opération notamment de Montcornet qui a débuté à la mi-mai 1940, qui visait à couper le couloir des panzers. C'est ce qui est souvent avancé. En vérité, il s'agissait d'une opération qui devait permettre la mise en place de la 6e armée française suite à la percée allemande dans les Ardennes, et donc en menant une contre-attaque pour essayer de mettre en danger, je dirais, l'établissement des troupes allemandes face à cette 6e armée. Donc le colonel de Gaulle, contrairement à ce qu'on a écrit, ce qui a été écrit par certains auteurs, ne disposait pas de la meilleure division blindée au moment de cette opération de Montcornet, et puisque sa division n'avait que la moitié des effectifs réels de ce type d'unité. Il n'y avait pas plus de 300 chars, comme ça a été écrit récemment dans la nouvelle revue d'histoire qui a publié un dossier spécial sur sur De Gaulle. En vérité, sa division était réduite de moitié. Il n'avait qu'à peu près que 80 chars engagés durant l'opération de Montcornet. Il n'y avait pas de soutien aérien, très peu d'infanterie, très peu d'artillerie. Donc ça a été effectivement une opération qui a mis en difficulté les sources de ravitaillement allemands du fait de l'action qui a été entreprise à Montcornet, où se trouvaient justement des centres, je dirais, de ravitaillement allemand. Et le colonel allemand von Kielmansegg, qui a écrit tout un rapport militaire allemand sur cette action, n'a pas du tout le regard, je dirais, négatif que l'on peut avoir dans les cercles maréchalistes et pétainistes, puisqu'il estime que ça a été justement une source d'inquiétude extrêmement grandissante au sein du commandement du général Guderian. Ils ont eu énormément de crainte du fait que l'action avait été entreprise avec beaucoup d'audace, malgré les moyens très limités du colonel de Gaulle, et que les Allemands avaient dû utiliser tous les moyens de bord qu'ils avaient, des pièces anti-chars, des canons de DCA de 88, l'utilisation également des Stuka qui sont intervenus pendant la bataille. Et contrairement à ce qui est dit par certains auteurs néo-pétainistes ou néo-maréchalistes, il y a eu également des chars allemands qui ont également été engagés de la 1e et de la 10e Panzerdivision pour contrer De Gaulle, où il y a eu réellement des combats de chars et qui ont d'ailleurs tourné à l'avantage des chars du colonel de Gaulle, du fait de la puissance notamment des chars lourds B1 bis et D2.
Donc c'est une action, si on se base sur les rapports venant des archives allemandes elles-mêmes, qui a réellement mis en difficulté les Allemands, qu'ils ils ont été obligés d'employer des moyens lourds pour contrer cette attaque, et finalement De Gaulle a dû se retirer après une pénétration à peu près de 30 à 40 km dans les positions allemandes. Ensuite, sa 4e division a été reconstituée par la suite, elle a été engagée à Crécy-sur-Serre, où elle se heurtait très vite à un barrage anti-chars dans les mêmes circonstances, si bien que l'opération a été, je dirais, limitée uniquement à la journée, à une journée d'action opérationnelle. Puis finalement, la division de Gaulle a été reconstituée au sud de la Somme, dans le secteur d'Abbeville, où le général de Gaulle, à ce moment-là, nous sommes vers la fin mai, doit entreprendre une opération militaire pour réduire la poche qui se trouve au sud d'Abbeville, au moment où les Allemands ont encerclé totalement Dunkerque et mettent en danger le corps expéditionnaire britannique. Corps expéditionnaire britannique qui va finalement réussir à s'évacuer grâce au sacrifice notamment de plusieurs divisions françaises. Contrairement à ce qu'on a dit, il ne s'agit pas d'un arrêt des panzers véritablement, il s'agit plutôt d'une dispersion des panzerdivisions qui vont être engagés à devoir réduire plusieurs poches de résistance française, que ce soit à Boulogne ou à Calais, également à Lille, également sur le canal de l'Aa, où les panzerdivisions, au lieu d'être concentrées uniquement sur la poche de Dunkerque, où elles auraient pu anéantir le corps expéditionnaire anglais et contraindre la Grande-Bretagne à capituler en rase campagne, les Allemands vont commettre l'erreur, notamment dans l'optique d'Adolf Hitler, de disperser les panzerdivisions pour réduire les poches de résistance françaises qui vont résister pendant plusieurs jours, permettant le rembarquement des troupes britanniques. Au sud, plus au sud, c'est l'action entreprise par De Gaulle qui va mettre également en difficulté les troupes allemandes. Il s'agit de la 57e division bavaroise qui s'est positionnée donc au sud d'Abbeville, qui va affronter la 4e division cuirassée de De Gaulle. Cette fois-ci, la division cuirassée de De Gaulle a été renforcée. Elle dispose à peu près de plus d'une centaine de chars, d'une infanterie également assez présente, avec également la 51e division écossaise qui va intervenir dans la bataille. Auparavant, il y a eu une journée auparavant, avant l'attaque de Gaulle, une attaque de la 1re division blindée britannique qui s'est fait littéralement étrayer, puisque sur les 180 chars engagés, il y en a eu 160 qui ont été détruits par les pièces anti-chars allemandes. Il est vrai que les chars anglais de l'époque engagés n'étaient pas des Matilda, mais des chars cruisières qui avaient un blindage extrêmement limité et qui étaient percés de part en part, même par les pièces anti-chars allemandes les plus faibles, notamment le 37 Pack. Et les Allemands avaient, dans la poche d'Abbeville, au moment de l'attaque de Gaulle, s'étaient considérablement renforcés en artillerie. Ils avaient plus d'une centaine de pièces, dont les canons de 88 mm qui pouvaient détruire tout char allié à 2000 mètres, et également des pièces et des obusiers de 105 et de très nombreuses pièces de 37 mm. La 4e division de cuirassés de Gaulle va essayer de réduire cette poche au sud d'Abbeville, qu'on a appelée donc la poche d'Abbeville, bien que c'est plus au sud de la ville, qui est surmontée par le mont Cobert, qui est à peu près haut d'une centaine de mètres et qui est tenu par les Allemands et qui a une vue panoramique sur tout l'alentour, je dirais, du champ de bataille. Le De Gaulle va entreprendre une action massive aussi bien à droite qu'à gauche et au centre pour essayer de dire de cette poche. Il va semer durant les premiers jours un véritable vent de panique au sein de l'état-major allemand, puisque le front va être percé. Et il va mettre même en danger, je dirais, l'encerclement des Allemands à Dunkerque, puisque même le haut commandement allemand va estimer que l'attaque d'Abbeville a été une des plus meurtrières pour les Allemands, l'attaque menée par le colonel de Gaulle, puisque la division bavaroise a perdu plus de 3000 hommes en l'espace de 3 jours. La division de Gaulle a perdu plus d'une soixantaine de chars. Néanmoins, elle a mis en difficulté les Allemands. Elle a été couronnée de succès aux 3/4, puisque la poche a été réduite aux 3/4. Et même le général Weygand, qui commandait l'armée française, qui avait remplacé le général Gamelin le 19 mai 1940, a estimé que ça avait été une des actions les plus audacieuses de la campagne de 1940, qui avait mis réellement en difficulté les Allemands. Néanmoins, De Gaulle souffrait énormément de problèmes de ravitaillement en essence. Ces chars, notamment les chars lourds BMB, c'était des chars qui, au bout de 45 minutes de combat, devaient être obligatoirement ravitaillés en essence.
Donc il n'a pas pu, je dirais, poursuivre son offensive qui aurait pu mettre en danger les Allemands. De plus, il avait des problèmes au niveau des moyens radio qui étaient extrêmement limités, si bien qu'il n'a pas été prévenu lors le deuxième jour de son offensive que le front allemand avait été percé, si bien qu'il n'a pas pu engager au moment où il fallait la force de réserve mécanique dont il disposait, notamment un régiment de dragons, si bien que l'attaque n'a pas été exploitée dans sa profondeur et a finalement été suspendue du fait de l'énormité des pertes qui avaient été causées à cette division. Alors, l'action a été entreprise ensuite par la 2e division cuirassée du colonel Perret, mais qui néanmoins n'a pas eu également le succès escompté, si bien qu'on a engagé 3 divisions alliées en l'espace de quelques jours, mais d'une manière séparée au lieu de les concentrer en un seul jour, ce qui aurait permis véritablement d'enfoncer et d'exploiter en profondeur les défenses allemandes. La 1re division britannique blindée a été engagée en premier, suivie ensuite de la 4e division cuirassée et la 2e division cuirassée qui n'ont pas attaqué en même temps, mais je dirais étalé sur plusieurs jours. Si bien que l'effet de surprise n'a pas joué en faveur des Alliés et les Allemands ont pu se renforcer à chaque fois petit à petit et à concentrer une puissance de feu qui était extrêmement importante. D'autant plus que les chars français ont été la cible au sommet du mont Cobert, qui donc dominait tout l'environnement du champ de bataille. Ils avaient installé des pièces de 88 mm qui pouvaient détruire tout char allié à 2000 mètres de distance, alors que les chars français devaient progresser et atteindre à peu près 400 mètres de distance pour toucher les cibles fixes des pièces anti-chars allemandes. Donc c'était un combat, je dirais, perdu d'avance, du fait de l'allonge qui était très supérieure du côté allemand au niveau de la frappe anti-char, si bien que l'action, même si elle a mis en danger les Allemands, n'a pas connu véritablement le succès que l'on a pu espérer. Finalement, l'offensive a dû être stoppée, surtout que le 5 juin 1940, les Allemands lancent leur offensive générale sur la Somme pour essayer d'atteindre Paris et de détruire l'armée française, ou du moins ce qu'il en reste. Néanmoins, l'action de De Gaulle, contrairement à ce qui a été écrit donc, par certains courants vichistes, néo-vichistes ou pétainistes, a été une action audacieuse. Il y a eu quand même 5000 Allemands mis hors de combat par la division cuirassée de Gaulle durant cette période du mois de mai 1940. Aussi bien, si on accumule l'opération de Montcornet, de Crécy-sur-Serre et celle d'Abbeville, il y a eu à peu près plus de 200 véhicules admis également qui ont été détruits. Et la division cuirassée de Gaulle avait perdu de son côté une centaine de chars et 1 millier d'hommes, environ tués, blessés ou portés disparus. Donc c'est un bilan qui est en vérité tout à fait favorable au général de Gaulle. Et contrairement à ce qu'on a dit, le général de Gaulle n'a pas monté du tout en épingle cette opération militaire à des buts politiques, puisque si on prend la peine de lire ses mémoires de guerre, on voit qu'il est extrêmement modeste sur les opérations qui ont été menées. Et il est vrai que certains fervents gaullistes ont essayé peut-être de leur côté de monter en épingle l'opération militaire après la guerre, mais le général de Gaulle est lui, quant à lui, resté extrêmement modeste concernant ces 3 opérations militaires qui ont été parmi les plus brillantes de la campagne de 40, mais elles ne sont pas les seules. Le général de Latte de Tassigny à Rethel avait stoppé 2 divisions allemandes, et il avait fait plus de 2000 prisonniers allemands. Et il y a eu les combats de Vons également dans l'Aisne, où une division, la 36e division d'infanterie française, a réussi à repousser 3 divisions allemandes. Il y a eu les combats d'Agnut-Jamblou, où le corps de cavalerie du général Priou a mis en danger et en difficulté, et a même remporté une bataille, la première bataille de chars de la Seconde Guerre mondiale, qui était une victoire française, donc qui s'est déroulée à Agnut-Jamblou en Belgique, où 400 chars français ont affronté le double de chars allemands et ont néanmoins mis hors de combat le double de chars allemands détruits, avec plus de 200 chars allemands détruits pour une centaine du côté français. Donc, et également, il y a eu également de nombreux autres faits d'armes que j'ai relatés dans mes ouvrages, notamment comme des lions que j'avais fait paraître en 2005, et plus récemment les vérités cachées de la défaite de 1940 et les causes de la défaite de 40, qui mettent en avant également les combats héroïques de l'armée française, dont ceux de De Gaulle, ainsi que la réédition prochaine
aux éditions Ring de mon ouvrage Comme des lions revus ou augmentés, avec des archives totalement inédites du côté allemand, mettant en avant également aussi l'héroïsme des troupes françaises durant la campagne de 1940. On a généralement sur cette campagne de 1940 un regard totalement réducteur et réductionniste, alors qu'il faut avoir une vision panoramique et stratégique de l'événement militaire. Hitler a commis une faute énorme en ne parvenant pas à s'emparer du corps expéditionnaire britannique à Dunkerque. Il faut savoir que sur les 450 000 soldats britanniques qui étaient présents en France durant la campagne de 40, 400 000 ont pu rejoindre la Grande-Bretagne et sanctuariser la Grande-Bretagne, permettant donc à Churchill de poursuivre la guerre. Si son armée professionnelle avait été détruite en France en 1940, il n'y avait pratiquement plus aucune troupe, comme l'a rappelé le chef d'état-major britannique, le général Brooke, pour défendre la Grande-Bretagne. Donc véritablement, Churchill aurait été mis en difficulté politique, notamment face à Lord Halifax, qui était un ardent défenseur d'une clause d'armistice avec les Allemands, et admirateur également de Pétain, et qui voulait lui pousser véritablement, si le corps expéditionnaire britannique avait été détruit à Dunkerque, à une conclusion d'armistice temporaire avec l'Allemagne, ce qui aurait, je dirais, neutralisé le front de l'Ouest et permis à Hitler d'engager la totalité de ses troupes sur le front de l'Est. Stalingrad n'aurait pas eu lieu et comme l'a écrit l'historien américain Walter Lord, Hitler aurait pu concentrer toutes ses troupes face à l'Est et certainement remporter la mise contre Staline. Donc on peut dire qu'une partie du sort de la guerre s'est jouée à Dunkerque durant la campagne de 40, comme ça a été reconnu par Churchill lui-même, mais également par tous les grands chefs militaires alliés, notamment Montgomery, qui se trouvait d'ailleurs dans la poche de Dunkerque, et qui a été quand même, je dirais, le vainqueur de Rommel en Afrique du Nord et un des artisans du succès du débarquement en Normandie. C'est tout l'état-major de ces chefs militaires anglais qui ont formé les troupes américaines en Grande-Bretagne et également ont été les artisans du succès du débarquement des Alliés en Normandie, qui auraient été capturés donc en France dès 1940. Donc tout l'état-major anglais aurait été totalement décapité, que ce soit Alexander, Montgomery, Brooke et ainsi que d'autres, Dempsey également, qui n'auraient pu être en mesure de reformer une armée britannique qui a néanmoins pu se former justement grâce au sacrifice des troupes françaises en mai-juin 40. Donc c'est une approche, je dirais, totalement novatrice que je vous présente, qui n'a jamais été mise en avant par les historiens. J'ai été un des premiers à le mettre en avant. Il y a néanmoins quelques auteurs, notamment comme l'historien américain Walter Lord, qui l'avait rappelé dans un livre, Le miracle de Dunkerque. Roger Bruges, dans certains de ses ouvrages, avait mis en avant aussi l'héroïsme des troupes françaises durant la campagne de 40. Je rappelle quand même qu'il y a eu 200 000 soldats allemands mis hors de combat en 45 jours de combat et que les Allemands ont perdu entre 30 à 50% de leurs chars et de leur aviation en 6 semaines de combat, ce qui est l'équivalent en perte matérielle des 6 premiers mois de guerre sur le front soviétique en 1941. Ce qui montre bien que la résistance des troupes françaises a été acharnée. Elle n'a pas été sans lendemain puisqu'elle a permis justement à la Grande-Bretagne de poursuivre la guerre. Le général Adolphe Galland, qui était un des as de la Luftwaffe et également général donc de la Luftwaffe, a estimé que le premier round de la bataille d'Angleterre a été la bataille de France, où les Allemands ont perdu à peu près entre 30 et 50% de leur aviation et n'avaient plus la supériorité numérique pour remporter la bataille d'Angleterre. Voilà, donc de cette campagne de 40, nous en avons une vision totalement réductrice. Depuis 80 ans, on ressort toujours les mêmes, je dirais, clichés de la défaite de 40, d'une prétendue débandade de l'armée française, alors que j'ai rappelé les pertes allemandes. Le général Rommel, d'ailleurs, dans un rapport qu'il a rédigé au mois d'août 1940, souligne l'héroïque résistance des troupes françaises. Idem pour le général Guderian, qui estime que la bataille de Stone, notamment au sud de Sedan, a été comparable par son intensité à la bataille de Verdun en 1916 et que les troupes françaises avaient opposé une résistance héroïque. Le général Wagner, qui commandait les troupes allemandes engagées à Stone, a même rappelé dans ses souvenirs qu'il y a 3 batailles qu'il ne pourrait oublier de la Seconde Guerre mondiale auxquelles il a participé: Stone, Monte Cassino et Stalingrad. Donc il mettait au niveau de l'intensité des combats, pas au niveau bien sûr des effectifs engagés, parce que les effectifs de la bataille de Stone sont nettement moins importants, mais au niveau de l'intensité des combats, ont été comparables à ce qu'a été Stalingrad et Monte Cassino, d'après ce général allemand.
Et si l'on prend la peine de travailler sur les archives allemandes, ce qui malheureusement beaucoup d'auteurs maréchalistes et pétainistes n'ont pas eu la peine de faire pour justement vilipender l'action de De Gaulle, on découvre que finalement l'armée française de 1940 s'est battue avec héroïsme, a opposé des combats extrêmement durs aux Allemands. La première bataille de Chars, comme je l'ai rappelé, a été un succès tactique et défensif allemand. C'est reconnu d'ailleurs implicitement par l'historien allemand Karl-Heinz Fraiser, qui est l'historien officiel de la Bundeswehr, et qui a reconnu que cette bataille avait été un succès réellement tactique pour les Français, qui a été la première bataille de chars de la Seconde Guerre mondiale. Également les combats qui ont été menés aussi sur la Somme et sur l'Aisne, où à 1 contre 3, les troupes françaises ont opposé une résistance héroïque, faisant dire d'ailleurs au général allemand Rundstedt que les troupes françaises s'étaient battues comme des lions. En différents endroits, d'ailleurs, les Allemands ont été repoussés. Il y a eu tout un corps blindé allemand qui, au sud d'Amiens, a essayé d'enfoncer 2 divisions françaises et a perdu la moitié de ses chars et a été contraint de se déporter plus à l'est pour engager une opération aux côtés d'un autre corps blindé allemand pour engager une pointe offensive blindée qui a finalement percé le front français dans le secteur de Péronne, alors que l'offensive allemande dans le secteur d'Amiens avait été repoussée, donc avec plus de 50% des chars hors de combat et 60% de l'infanterie allemande mise hors de combat. Les pertes militaires françaises également ont été extrêmement lourdes. Il y a eu 90 000 tués et 200 000 blessés. C'est un taux de perte comparable au pire moment de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire près de 300 000 soldats français tués ou blessés en 45 jours de combat. Des pertes allemandes également extrêmement lourdes, comme je l'ai rappelé, environ plus de 200 000 tués ou blessés, notamment venant des corps d'élite allemands, des troupes les plus avancées, c'est-à-dire l'infanterie mécanisée et les troupes blindées. Sur les 3000 chars allemands engagés, il y en a eu environ 1 millier qui ont été mis hors de combat, et sur les 3500 avions allemands engagés durant ces 45 jours de combat, vous avez eu environ 1400 avions et qui ont été détruits, endommagés, ce qui montre véritablement qu'il y a eu des combats acharnés, aussi bien dans les airs que sur terre, mais également sur mer, où la marine française a joué également un rôle important dans le sauvetage des troupes alliées de l'ordre de 30% aux côtés de la Navy britannique. Donc véritablement, il s'agit de revisiter totalement cette campagne de 40, de l'action également de De Gaulle entreprise durant cette période-là, d'avoir véritablement une vision stratégique sur le long terme, de savoir que si la Grande-Bretagne avait capitulé en 1940 suite à la destruction de son armée professionnelle, Hitler aurait pu concentrer tous ses effectifs militaires face à l'Union soviétique. Il faut savoir quand même qu'il y a eu 150 divisions allemandes qui ont été dispersées de la Norvège à l'Afrique du Nord et qui n'ont pas pu être engagées face à l'Union soviétique. Les Allemands ont engagé 250 divisions à peu près contre l'Union soviétique, mais si elles avaient disposé des 150 divisions qui ont été dispersées du fait de la poursuite du combat des Britanniques de la Norvège jusqu'à la Méditerranée, véritablement les Allemands avaient des effectifs suffisants pour détruire l'armée soviétique à ce moment-là, mais c'est véritablement la guerre sur 2 fronts qui a, comme de même que Napoléon face aux Britanniques, qui a véritablement condamné Hitler à la défaite. Cette guerre sur le front a été possible justement grâce au sacrifice de l'armée française en mai-juin 40. Rappelons également que cette armée française a poursuivi le combat puisqu'elle a terminé la guerre à Berchtesgaden avec la division Leclerc, avec Leclerc qui signe l'armistice aux côtés des 4 grands, des 3 grands avec la France bien sûr. Véritablement, on oublie généralement que la campagne d'Italie a été un succès, je dirais en majuscule, pour le corps expéditionnaire de Juin qui s'est illustré. La bataille de Bir Hakeim en mai-juin 42 a permis de fixer l'essentiel des troupes de l'Afrique à Corse, permettant à Churchill de se rétablir à El Alamein. Cette bataille de Bir Hakeim qui avait été menée par le général Koenig au sein de la première brigade de Français libres, où avec 3700 hommes, il a tenu tête durant 3 semaines à 37 000 soldats allemands et italiens. Également la combativité héroïque des troupes italiennes durant la guerre du désert, qui est généralement tournée en dérision alors qu'ils se sont battus héroïquement, comme ça a été reconnu par aussi bien les Britanniques que par les Allemands. Notamment à Bir Hakeim, où la division Ariete a perdu plus de la moitié de ses chars lors d'une charge épique contre les pièces anti-chars de la première brigade française libre. Également la division Folgore italienne qui s'est battue héroïquement à la bataille d'El Alamein, où elle a tenu en échec d'ailleurs
les troupes de la France libre dans le désert de l'Imema, où notamment un prince géorgien, Amilakvari, qui combattait au sein des forces françaises libres, sera tué au combat. L'armée française va également s'honorer durant la campagne de Tunisie. C'est elle qui repousse les attaques allemandes sur la dorsale tunisienne en 1943, permettant la contre-offensive alliée au mois d'avril-mai 1943 et mettant fin à la guerre du désert. Ensuite, le succès du corps expéditionnaire de juin, également la campagne de France où le territoire français va être libéré à 60%, on l'oublie généralement, uniquement par les troupes françaises de l'armée de l'A, de la division Leclerc et les maquis qui vont se soulever et libérer des régions entières, notamment tout le sud-ouest qui s'est libéré uniquement par les troupes du maquis. D'ailleurs, le général allemand Werner Rundstedt, qui commandait les forces allemandes sur le front ouest, a estimé que les Allemands avaient été pris sur le front ouest entre deux feux, dans le dos par les maquisards français et face à eux par les troupes alliées. Donc c'est un hommage explicite rendu à l'action menée par les résistants. Les sabotages ferroviaires ont permis justement la constitution de la tête de pont en Normandie, sabotage mené par la résistance intérieure, mais également cette résistance intérieure qui avait fourni 80% des renseignements qui ont permis le succès du débarquement des Alliés en Normandie. D'ailleurs, le général Montgomery, mais également le général Eisenhower, diront explicitement au général de Gaulle que sans l'aide de la résistance, le débarquement de Normandie aurait été un échec. Donc c'est un hommage, je dirais, implicite rendu par les Alliés, par l'action entreprise par le général de Gaulle, par l'unification de la résistance au sein de la résistance intérieure, par celle également, il faut reconnaître, du général Giraud et Juin au sein de l'armée d'Afrique. C'est justement par l'effort de toutes ces forces venues de tout l'Empire français qui ont permis à la France de renouer avec la victoire et de figurer parmi les 4 grands. Également, un quart du territoire allemand sera conquis de haute main par l'armée de Latte et la division Leclerc lors d'une campagne épique digne des chevauchées napoléoniennes au mois d'avril et mai 1945, où les troupes françaises iront de nouveau tremper leurs fanions dans le Danube au mois de mai 1945 et monter haut les couleurs au niveau des sommets tyroliens les plus élevés au mois de mai 1945, et également la division Leclerc, qui est la première à arriver avant les Américains dans le Nineg d'Hitler à Berchtesgaden. Tout ça a été possible grâce justement à l'action entreprise par le général de Gaulle, le général Giraud et également par les chefs de la résistance qui ont permis véritablement à la France de figurer donc parmi les 4 grandes puissances, qui n'est pas, je dirais, une place usurpée contrairement à ce que veut nous faire croire un certain masochisme national. Et la France a renoué véritablement au rang des grandes puissances, de même qu'elle le reste aujourd'hui en étant parmi les 5 membres, je dirais, permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Rappelons que la France est quand même toujours la 3e puissance nucléaire et s'il y a véritablement une volonté politique, pourrait renouer véritablement avec la tradition de la geste gaulienne qui fut celle du général de Gaulle durant la Ve République. Elle a encore tous les atouts en main pour retrouver véritablement son rôle de grande puissance. Ça sera, je dirais, la conclusion de mon intervention.